C'est la ville du péché. Il n'y a pas mieux au monde. Je suis là pour ça. Une fois, j'ai tellement perdu que je me suis vidé un seau d'eau glacée dans la tête. Ok, Howard. J'ai oublié de le jouer. J'ai oublié de jouer le 17, c'est mon fils. Ça fait 11 ans que je me prépare pour ce tournoi. On verra bien comment ça se passe. Mon arme secrète, c'est d'éviter la mauvaise chance. Je danse devant des pauvres mecs et je prends leur argent. C'est ici que les filles se préparent. Vous êtes enfin derrière le rideau. C'est la ville la plus frappée aux États-Unis par les saisies de maison. Pour Las Vegas, c'est carrément une dépression. C'est une saisie. C'est une saisie. C'est typiquement américain. Tu payes pas, on vient, on prend ta maison, peu importe ce que tu as payé avant. Bonsoir, bienvenue dans Enquête exclusive. Nous sommes près de Paris, à Enghien-les-Bains, le plus grand casino de France. Alors ce soir, eh bien, nous allons vous emmener à Las Vegas, aux États-Unis. C'est la capitale mondiale du divertissement, connue pour ses casinos géants, mais aussi pour ses joueurs venus du monde entier, parfois célèbres. Avec la crise, Las Vegas a perdu une bonne partie de son lustre. Fini la folie immobilière. Certains quartiers à Las Vegas ressemblent à de véritables villes fantômes. Quant au casino, eh bien, pour pallier la baisse de fréquentation, ils attirent à eux de plus en plus les joueurs de poker. Rien ne va plus à Las Vegas, c'est un reportage signé Alexandre Boucher et Mike McDisson pour Yamaha Productions et Enquête exclusive. Une camionnette, une remorque avec des parois en plexiglas et quelques filles en string qui se déhanchent à l'intérieur de la strip mobile. Bienvenue à Las Vegas, surnommée Sin City, la ville du vice. Sur le boulevard, des casinos bien sûr, mais aussi pas moins de 50 clubs de striptease. La concurrence y est acharnée. Pour attirer la clientèle, cet homme, Larry Bird, a trouvé un nouvel outil promotionnel qui défraye la chronique. Ici, sur Las Vegas Boulevard. Vous le croyez? Je devrais payer pour faire mon métier. Larry travaillait avant dans l'immobilier en Floride, jusqu'à ce qu'un ouragan vienne tout détruire. Il est venu tenter sa chance à Las Vegas et il est aujourd'hui directeur marketing d'une chaîne de striptease. Les filles font des figures lascives pour aguicher les passants dans les rues. C'est son nouveau concept pour attirer la clientèle. Les filles se transforment en tête de gondole pour les clubs de strip. C'est marrant, c'est dommage qu'ils souhaitent arrêter parce que ça nous aide à attirer plein de clients. Ça marche à fond. C'est une super promo pour le club. Aucun autre n'a le même concept. Ouais, on faisait un carton. Larry est dans le collimateur des casinos car il leur fait de l'ombre. La strip mobile détournerait l'attention des touristes qui, au lieu de se tourner vers les machines à sous, seraient comme hypnotisés vers des attractions plus sulfureuses. Les voitures refusent de me doubler. Vous voyez? Ils restent devant le spectacle. J'adore Las Vegas. Las Vegas m'amuse. Il y a toujours des choses à faire à Las Vegas. 24 heures sur 24. Vous pouvez vous réveiller en pleine nuit et trouver de quoi s'amuser. Accusé d'atteinte aux bonnes mœurs, il invoque la liberté d'expression. Pour lui, ce serait un droit de rouler librement avec sa camionnette sur le strip boulevard, là où bat le cœur de Las Vegas. La seule avenue visible depuis l'espace. Sur 6 km, 25 des plus gros hôtels au monde, 130 000 chambres, 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Las Vegas incarne le rêve américain matiné de roue de la fortune. Cette ville mirage, surnommée aussi Zéropolis, est une sorte de gigantesque parc d'attractions pour adultes. Toujours plus haut, toujours plus grand, pendant des décennies, ce haut lieu de la démesure était pratiquement invulnérable aux crises économiques qui frappaient les États-Unis. Mais cette fois-ci, la ville de tous les excès connaît elle aussi la récession. La Babylone des Sables, construite en plein désert, connaît une débâcle sans précédent. Des projets immobiliers pharaoniques restés en chantier sur le Strip. Sur ce chantier, un bâtiment en forme d'obus qui devait être le plus haut de la ville a été abandonné faute de financement. Des faillites en cascade, des milliers d'employés licenciés. Downtown, une partie des habitants de la ville se retrouve en situation de précarité. Des rues entières de maisons abandonnées. Las Vegas détient le triste record du plus grand nombre d'expulsions pour cause de saisie immobilière. Elle est maintenant en tête du classement des villes les plus vides d'Amérique, remplaçant l'ancienne cité industrielle dévastée de Détroit. Alors, qui a encore les moyens de venir flamber à Las Vegas? Parmi eux, il y a des Français. Dans les arcanes de la Cité du Vice, vous allez découvrir comment des joueurs tentent de remporter le jackpot lors d'un tournoi de poker. Plus d'1,5 million de dollars de gains, c'est le cas d'Isabelle, surnommée No Merci. Pareil, quoi, j'ai toujours le truc, la patate, là je veux gagner et tout, et c'est génial, ça part pas. Si on n'a plus les émotions, on est mort, quoi. Elvis est aussi de la partie. Il rejoue les tubes de son idole dans les églises où les mariages se font à la chaîne. Il gagne 5 000 $ par jour. Il y a aussi les opportunistes, comme Loïc, un jeune Français de 28 ans. Il vit son rêve américain en surfant sur la crise. Moi, j'espère à court terme faire environ entre 30 et 40 000 $ par mois. C'est mon objectif. Et pour ne pas transformer le rêve en cauchemar, il faut qu'il trouve des clients, de préférence des flambeurs. Comme Michael, qui a le jeu dans la peau. Dans cette ville de débauche, où tout est illusion et spectacle, la chute par contre peut être bien réelle. Notre enquête commence avec Isabelle Mercier, en pleine séance photo. Accompagnée de son coach et de son directeur de la communication, elle travaille son image, telle une rockstar. Isabelle est sponsorisée par BetClick, un site de jeux en ligne. Et c'est à bord de cette limousine qu'elle se rend à l'un des plus prestigieux tournois de poker, le Black Diamond Tournament. J'ai vraiment passé beaucoup de temps ici et ça me fait toujours quelque chose d'arriver. Ça m'excite d'arriver à Vegas, je sais pas pourquoi. Il y a plein de choses que j'aime aussi. Enfin, c'est la maison un peu pour moi. J'ai des boutiques où je vais tout le temps, j'ai des trucs, des gens que je connais, des restos que j'aime bien. Donc ça me fait toujours un effet. Et pareillement, ça me fait un effet de quitter Vegas à chaque fois. J'ai les boules. Je sais pas, juste de partir, j'aime pas. Même si là, quand je vais repartir de Vegas, je m'en vais à Montréal pour les fêtes. C'est génial, j'ai hâte et tout. Mais partir de Vegas, c'est toujours un peu... dommage, quoi. Bon, until next time. Il faut être fait fort, là, au poker. On peut pas, il n'y a pas trop de place pour la fragilité, honnêtement, parce qu'il y a des coups durs, il faut vraiment résister. Après avoir été avocate et croupière, sa vie est aujourd'hui faite d'avions, de limousines et d'hôtels de luxe. Première étape de son périple, elle se rend à son hôtel, le Bellagio. C'est le rendez-vous des meilleurs joueurs de poker. C'est aussi l'un des plus grandioses et des plus luxueux sur le Strip. Ça réénergise d'arriver au Bellagio. J'adore cet endroit, c'est vraiment à la maison, quoi. J'y ai passé des mois et des mois depuis les 5 dernières années, franchement. Le Bellagio reprend l'architecture et l'atmosphère des grands palaces italiens. Le lobby traditionnel de Noël, toujours décoré de cette façon à chaque année. Hello, hello. Thank you, thank you. « 3000 chambres et autant de machines à sous sur des kilomètres de couloirs, mais aussi des magasins de luxe. Tout est pensé pour vous alléger le portefeuille. » On arrive à la maison. Isabelle se rend dans sa suite pour se reposer. Dans l'hôtel. Ouais, j'adore. Avant son tournoi de poker.
Le lendemain, en banlieue, un autre personnage incontournable de Sin City se prépare pour la journée. Comme chaque matin, Rob prend 30 minutes pour se métamorphoser. C'est devenu un as du peigne et du séchoir. Chaque jour, depuis 14 ans comme ça. Vivement la fin, que je me rase la tête. La banane affûtée, Rob est devenu le meilleur Elvis de Las Vegas. Merci, merci beaucoup. Devenir Elvis est un vrai sacerdoce, mais Rob y a gagné au change. Le plus difficile, ce n'est pas le chant et la danse, c'est le look. Il faut garder sa ligne, il faut se teindre les cheveux. Vous savez, mes cheveux sont naturellement blonds. Mes enfants ont les cheveux très blonds. Je dois teindre mes sourcils et mes cils. C'est beaucoup de travail, mais ça fait partie du boulot. Mon fils l'autre jour a dit « Vous voyez la salle de bain où vous vous maquillez ?» Alors je lui ai dit « Mais tu n'as pas besoin de dire à toute ton école que papa se maquille. » La plupart des papas ne se maquillent pas. Il va falloir que je surveille ça. Son plus gros souci, c'est que ses enfants ne le confondent pas avec le vrai Elvis. Une transformation qui lui a permis de devenir millionnaire. Quand je regarde ma maison, je me dis que j'ai quand même bien réussi. Au final, la ressemblance est saisissante. Rob pousse le vice. Il a même acheté aux enchères les objets de ses idoles. J'achète des objets aux enchères. Par exemple, ces carillons là-bas. Ce sont ceux de Marlon Brando. Les voilà. Quand Marlon Brando est décédé, ils ont mis tout son patrimoine aux enchères. Un des objets les moins chers était ces carillons. Normalement, ça coûte 5 $ pièce. Mais comme c'était ceux de Marlon Brando, je les ai payés 2000. Ces pièces étaient dans le jardin de Graceland entre 1974 et 1976. Je me suis dit que ce serait cool d'avoir le roi et la reine du jeu d'échecs d'Elvis pour tenir mes fougères. Rob vient du Michigan, d'une famille d'agriculteurs. Il a réussi à concrétiser son rêve en revenant à Las Vegas. Aujourd'hui, j'ai le luxe de choisir si j'ai envie de travailler ou pas. Je peux embaucher un autre Elvis pour la journée. C'est sûr que c'est le bonheur. Parfois, je sors dans ce jardin et je me dis, c'est génial. Surtout quand on sait que je suis arrivé ici avec seulement 500 $ dans ma poche et que je ne connaissais absolument personne à Las Vegas. Ça a plutôt bien tourné pour moi. La légende dit qu'il y aurait plus de 1000 Elvis sur Las Vegas. Mais selon Rob, seule une quinzaine réussirait à en vivre. Chaque jour, en route sur le strip, Rob remercie le Seigneur de lui avoir donné la chance de ressembler à son idole. Quand on est embauché par une agence, si on touche 2000 $ pour un spectacle, l'agence facture 4000. Ils gardent au moins la moitié de votre salaire. Donc c'est énormément d'argent qui est généré grâce à un homme. Je me suis dit que si jamais je le rencontrais au paradis, je lui dirais « Je vous remercie, car vous avez aidé ma famille à vivre plein de belles choses. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir rendre l'appareil aux œuvres de charité, et c'est le moins que je puisse faire. J'ai une très belle situation grâce à lui. » Son lieu de travail, une petite chapelle sur le strip, qu'il a même réussi à racheter. Rob vient d'enfiler sa tenue sur mesure, et il vend même les produits dérivés de la fameuse star. Il a 6 salariés, 3 limousines, un business énorme. Rob enchaîne ici les mariages. Aujourd'hui, il est surbooké. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 aujourd'hui. Pas moins de 25 mariages à célébrer dans la journée, et vous allez voir plus tard comment il s'y prend. Le rêve américain fait fantasmer de nombreux candidats. Parmi eux, il y a aussi des Français comme Loïc.
qui a décidé de tout plaquer pour tenter sa chance à Vegas. Son credo, l'immobilier. Ce matin, il retrouve un client pour une visite d'appartement. Super gay. Bonjour. Enchanté, Loïc Pillon. Enchanté. Voilà. Allons-y, c'est parti. Bienvenue à Las Vegas. Merci. Comme Guillaume Payet, un luxembourgeois dans le transport routier, de plus en plus d'étrangers viennent investir à Las Vegas. Car depuis quelques mois, le prix de l'immobilier est en chute libre. Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va aller visiter des appartements compris entre 70 000 $ et 90 000 $. Donc c'est des beaux appartements, 2 chambres, 2 salles de bain, de 90 mètres carrés, entre 80 et 90 mètres carrés en moyenne. 50 000 € pour un 100 mètres carrés, 10 fois moins cher qu'en France. Pour Guillaume, c'est le rêve américain qui devient accessible. Du tout petit, c'est vraiment toujours été attiré par ce côté américain, ce côté gigantesque. Et puis bon, faut dire que Las Vegas, c'est la ville hors norme par excellence. C'est sûr. En plus du prix, Loïc a de bons arguments à faire valoir. Il y a une nouvelle compagnie qui s'appelle qui va faire un Paris-Las Vegas direct de mai à octobre pour la modique somme de 400 € aller-retour. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment, chez nous, c'est vraiment super. Ça vous coûte aussi cher d'aller sur la Côte d'Azur. Ouais, presque. C'est presque ça. Et là, vous êtes à l'autre bout du monde. C'est clair. Pour commencer la visite, Loïc l'emmène dans une résidence sécurisée. Alors là, on arrive dans une résidence qui s'appelle West Park. Loïc prévient son client. S'il veut acheter, il va falloir être rapide. Il faut être assez réactif, on va dire. Là, le bien est arrivé ce matin sur la base de données. Donc, on va être l'un des premiers à les visiter. Faut être très réactif dans le marché parce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'acheteurs. Si les prix sont aussi faibles, c'est que Loïc travaille sur un marché un peu à part. Non, c'est les banques. Là, c'est une saisie bancaire qu'on va visiter. Allons-y. Loïc fait visiter une maison dont les propriétaires ont été expulsés par les banques, ce qui explique la présence de cadenas sur la porte. Hop. Et voilà. Allons-y. Donc voilà l'appartement. Donc c'est un appartement qui fait un peu plus de 90 mètres carrés. Donc là on est dans le salon, la partie cuisine. La cuisine, elle est aménagée. 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, une terrasse et un salon de 40 mètres carrés. Alors ce type de bien, la dernière fois qu'il s'est vendu, il s'est vendu aux alentours des 170 000 $. 170 000 $, donc aujourd'hui, mon client a la possibilité de l'acheter pour environ 73-74 000 $. Donc ça a perdu à peu près à 55%, 60%. Un 100 mètres carrés pour 50 000 € du jamais vu dans le marché de l'immobilier à Vegas. Donc au clubhouse ici sur la gauche, la piscine, donc avec le jacuzzi également. Vous pouvez en bénéficier, c'est compris dans les charges. Donc aussi bien vous, propriétaire, que le locataire, vous pouvez en bénéficier. Il y a également la salle de sport qui est là-bas sur le côté. Il y a l'accès aux boîtes aux lettres dans le clubhouse. Et puis donc, il y a une petite salle de cinéma et une salle de réunion également. Loïc réussit à vendre une dizaine d'appartements comme celui-ci par mois. Il profite de la dépression qui a frappé de plein fouet les États-Unis. Il y aurait 11 000 logements de ce type à vendre à Las Vegas. Pour comprendre, direction les quartiers périphériques, où logent les milliers de petites mains de l'industrie du jeu. Nombre d'Américains ont souscrit des crédits véreux, surnommés subprime. Des crédits à taux variable qui ont plongé des milliers de particuliers dans la tourmente. En clair, vous souscriviez pour un crédit où les mensualités pouvaient passer du simple au triple. Résultat, les banques ont fait expulser des milliers de familles et des rues entières se retrouvent vidées de leurs habitants. Ce qui donne naissance à de véritables quartiers fantômes. Une spirale infernale qui a même donné lieu à des scènes tragiques. Comme cet homme
qui a décidé de tout saccager dans sa maison avant de se faire expulser. Et certaines de ces maisons, vidées de leurs habitants, sont maintenant squattées par des gangs pour y abriter le trafic de drogue. Un homme a décidé d'aider les laissés pour compte à se battre. Il se nomme Matthew Allister, un enfant de Las Vegas. Il est avocat et a pris fait et cause pour les victimes de la crise. C'est la ville la plus frappée aux États-Unis par les saisies de maisons. Voici là où j'ai grandi. C'est la Maison Rose. J'adore cette maison. Ma sœur y habite maintenant. Cette maison-là est une de celles où les propriétaires ont choisi de quitter les lieux, donc c'est à vendre. Ils avaient un prêt de 600 000 $ et aujourd'hui, ça ne vaut même plus 300 000. Les propriétaires ont laissé tomber. Aux États-Unis, l'ascension peut être aussi rapide que la chute. Du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Il y a un an, les gens achetaient ces maisons entre 400 et 600 000 $. Le problème, c'est vite produit. C'est ça qui m'étonne. Pour Las Vegas, c'est carrément une dépression. Aujourd'hui, il y a plus de 20% de chômeurs en ville. Et dans son cabinet, Matthew voit chaque jour des dizaines de personnes en instance de se voir saisir leur maison. Ils viennent le consulter pour tenter de s'en sortir. Matthew a déclaré la guerre aux banques. On commence avec cette règle. Les banques s'en fichent de vous. Ils veulent votre maison. Donc, dans ce cauchemar, qui souffre? Vous et moi-même, les propriétaires de maisons. Pour briser cette spirale infernale, l'objectif de Matthew est de monter une action collective en justice contre les banques pour stopper les expulsions. Mais il y a une condition. Je ne peux pas y arriver sans avoir au moins 200 à 300 personnes par jugement. Sinon, je n'y arriverai pas. Ça va nous ruiner. J'ai 7 associés qui vont être occupés pendant les prochains 90 jours. Et il faut que je paye leur salaire. La stratégie de Matthew, intenter une action pour renégocier leur crédit. Car d'après lui, ils peuvent racheter aujourd'hui leur maison au prix du marché et non plus selon les règles des crédits véreux qu'ils avaient souscrits au départ. Mais l'hypocrisie des banques peut aller très loin, elles réclament des remboursements au-delà de ce que la loi prévoit. Est-ce qu'ils ont saisi votre maison? Non, pas encore. Et elle vaut combien? Je l'ai achetée pour 266 000. C'est le montant du prêt actuellement. Oui. Et elle est évaluée à combien aujourd'hui? Elle est en vente à 86 000. Alors ça, c'est une affaire. Si vous pouvez l'acheter pour 86 000, vous ne devriez pas hésiter. Et est-ce que vous avez un travail? Oui. Combien gagnez-vous net par mois? C'est une question piège pour beaucoup de gens. 1700 toutes les 2 semaines. Donc vous gagnez à peu près 3 500 $ par mois. Alors, Elena, ça fait combien? 1 000 $. Vous devriez payer 1 000 $ par mois. Au lieu des 3 000 $ qu'ils me réclament et que je ne peux pas payer. C'est une demande invalide. C'est une vraie loi fédérale que les banques refusent de vous dévoiler. Matthew souhaite nous montrer une face tout aussi obscure de la ville. Il nous emmène dans ses quartiers, loin du strip et de ses extravagances. L'autre Amérique, celle que Las Vegas préfère cacher aux touristes. Par là, il y avait une entrée vers la ville qui a été bouchée il y a environ 3 mois. Ce mur n'existait pas. On pouvait rentrer dans la ville par cette rue. Puis sans le moindre avertissement au public, ils ont bouché l'entrée. Ils voulaient cacher cette communauté au regard des autres. Les autorités de la ville ont été jusqu'à murer les accès qui mènent au quartier périphérique. Matthew nous amène à la rencontre de ces habitants exclus du système. Les vieilles dames que vous allez rencontrer m'ont demandé d'attaquer l'État. On va démolir ce mur d'ici 1 an et redonner à ces gens l'entrée en ville qu'ils avaient depuis 50 ans. Bonjour. Bonjour monsieur, comment ça va? J'étais dans le coin, comment allez-vous? Vous êtes l'avocat? C'est moi. Votre mère est debout? Comment? Ils ont construit la muraille de Chine là-bas, on dirait. C'est sûr qu'ils nous ont enfermés. Et pas qu'un peu, oui. Quand est-ce qu'ils l'ont construit?
Ils viennent de le terminer il y a un mois. Ils ont fermé juste devant notre rue. Qu'est-ce que vous ressentez? Enfermés. Cachés. Cachés, oui, c'est ça. Ils ont tenté ça 3 fois. Une fois dans les années 60, une autre fois dans les années 80, et cette fois, ils l'ont fait sans le moindre avertissement. Personne n'était au courant. Vous êtes dans cette maison depuis combien d'années, jeune fille? Vous êtes propriétaire depuis quand? Depuis au moins... ils ont emménagé ici en 1967. Pendant toutes ces années, vous aviez un accès à la ville. C'est par là que les ambulances passaient. C'était un des principaux chemins pour les pompiers, la police. Mais ils veulent quand même enfermer ce petit quartier. Matthew a pris fait et cause pour la défense des opprimés. Il a réussi à obtenir la décision de faire casser ce mur qui vient pourtant juste d'être terminé. On va ouvrir ce mur l'année prochaine. C'est vrai? Ils vont réouvrir? Oui, ils ont trouvé le budget nécessaire pour faire ça. Il faut remercier le sénateur Horseman. Il a réussi son coup. Retour de l'autre côté du périphérique. Midi, à l'hôtel Bellagio. Dans quelques minutes va commencer l'un des plus prestigieux tournois de poker, le tournoi du Diamant Noir. Alors, 300 joueurs doivent se rencontrer dans cette salle mythique. Ticket d'entrée, 15 000 $. Et pour certains, c'est le tournoi d'une vie. Vous vous êtes préparé pour ce tournoi ce matin? Non, pas ce matin. Ça fait 11 ans que je me prépare pour ce tournoi. On verra bien comment ça se passe. Isabelle a tiré au sort la place 63. Et elle est plutôt bien tombée, pas de champion à sa table. Hello. On se retrouve déjà? À part une vieille connaissance, René, le mari de Céline Dion. Ça, j'ai une très belle table. Très sympa, j'aurais pu avoir beaucoup bien pire là, il y a des champions ici partout, ça va. Ça va rester gentil, mais bon. Tout va bien, disons. Pour gagner ce tournoi, il va falloir se confronter aux meilleurs joueurs de poker du monde. Parmi eux, il y a Phil Lack, surnommé le kamikaze. Scotty Nguyen, appelé le dragon, il a déjà plus de 10 millions de $ de gains à son actif. Mais aussi Joe Hachem. En un seul tournoi, il a gagné 8 millions de $. Dans les Français, il y a Elki, ou encore Patrick Bruel et Fabrice Soulier. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs. C'est un tournoi où le niveau est très relevé, donc il y a tous les meilleurs joueurs du monde qui sont là. On a le champion du monde là jusqu'à ma droite. Il y a Vanessa qui est à ma gauche, là, qui est une des toutes meilleures joueuses féminines de tournoi. Lex Veldus, qui est un joueur hollandais qui est très fort aussi. Joe Cadal, champion du monde. 2-3 jeunes internet qui sont très forts aussi, dont on ne connaît pas forcément les noms. C'est une table qui pèse plusieurs dizaines de millions de $ en termes de gains, je pense. Je me sens bien, j'ai eu beaucoup de bons résultats ici en fait. J'ai gagné une fois la dernière, une fois le premier, une fois le troisième, donc je crois que j'ai gagné plus de 2 500 000 $ ici déjà de la Gio. Je me sens toujours bien ici. Ouais. Et puis, il y a Doyle Bronson, la légende. Il a commencé à jouer au poker dans des tripots il y a plus de 50 ans. Dans les années 60, il y avait un groupe de joueurs originaires du Texas. Ils venaient ici à Las Vegas pour jouer au Hold'em. Ensuite, on a démarré le premier championnat du monde de poker. Les anciens jouaient pour gagner leur vie. Ils n'avaient pas le luxe d'avoir déjà un bon compte en banque ou des parents aisés. Il n'y avait pas ces tournois partout. Il fallait aller chercher les matchs. Et on était capable de rouler jusqu'à 750 km pour trouver le moindre petit tournoi. C'était dur et il fallait vraiment aimer ce jeu pour continuer. La partie s'annonce impitoyable. Pour gagner, il faut être capable de jouer plus de 10 heures par jour pendant une semaine, sans jamais craquer. Il faut garder son self-control, ne pas se laisser déstabiliser par son adversaire. Isabelle est passionnée de poker depuis l'enfance. Elle est tombée dedans à l'âge de 5 ans. Nombre de joueurs portent des lunettes noires pour déstabiliser leurs adversaires. Isabelle joue à découvert. Voilà 1 heure que le tournoi a commencé et elle joue l'une de ses premières grosses mains. Au flop, le croupier a retourné les 3 premières cartes, un valet, un 7 et un 6. Isabelle décide de miser l'équivalent de 1 000 $.
Face à elle, un seul adversaire qui ne lâche pas. Il prend son temps et finit par payer la mise d'Isabelle. Le croupier retourne enfin la 5e et dernière carte, c'est un as de pique. Son adversaire, avec ses 2 paires bas de gamme, 6 et 4, va envoyer dans les cordes Miss No Merci et sa paire de valets. Il ramasse le pactole. Fin d'une première journée où Isabelle aura perdu la moitié de ses 15 000 $ de jetons. Ça va, je suis content qu'on arrive à la fin de la journée parce que ça a été une journée difficile. J'ai pas eu beaucoup de jeux, pas d'action. J'ai une table qui est bien, mais vraiment dormante. Personne ne s'amuse, je sais pas. Donc j'ai hâte que la journée termine et je reviens demain en forme. Il va falloir se ressaisir. Direction sa suite à la vue imprenable sur le strip. Sa méthode, yoga et relaxation dans une ambiance zen, aux antipodes de la folie de Vegas. Retour à l'église d'Elvis. Rob s'apprête à chauffer la salle. We're caught in a trap. Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see? Le public est déjà conquis. Il va enchaîner 25 mariages d'affilée. Au tarif de 300 € pour des clients de toutes origines. Des latinos, des américains fêtards et même des français. Venez par ici devant ce banc. Vous voulez entrer en premier? Ok, parfait. Donc quand je commence à chanter, Darcy, vous restez là et je viendrai vous chercher, d'accord? La formule est toujours la même. Après le placement des futurs mariés et des témoins, il commence par l'un des plus grands tubes d'Elvis, Wise Men Say. Wise men say only fools rush in. Why can't help falling in love with you? Shall I say only fools rush in? Oh, I can't tell. Falling in love with you. Yes, the king of rock and roll right there. I can't tell. Falling in love with you. Le mariage, c'est 2 cœurs avec un amour qui pousse à travers des années pour devenir plus fort que tout. Des mariages express qui durent une quinzaine de minutes. Mais Rob ne se contente pas de chanter 3 chansons et de disparaître, il fait aussi le show et s'improvise pasteur. Le mariage est aussi un engagement entre un mari et une femme. Pour célébrer l'union de ces nombreux couples qui viennent souvent se marier ici pour la seconde fois dans ce cadre un peu décalé. Ensuite, le spectacle continue avec l'incontournable Love Me Tender. Love me tender, love me long, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all of our dreams fulfilled. For my darling, he loves you, and he always will. L'effet est garanti. Rob va pouvoir passer à l'étape suivante, la promesse de fidélité à la manière d'Elvis. In good times and bad,
Ici, au Graceland Chapel, nous avons une promesse spéciale à dire. Alors regarde-la dans les yeux et dis-lui, je promets de vous aimer tendrement à vie. De vous aimer tendrement à vie. Et de ne jamais vous laisser à Heartbreak Hotel. De ne jamais vous laisser à Heartbreak Hotel. Je promets d'être. Je promets d'être. Votre amour brûlant. Votre amour brûlant. Voilà, c'est parfait. Ici, au Graceland Chapel, dans les habits que je porte, merci beaucoup. Pour finir en beauté, un Viva Las Vegas de circonstance. You two are going to walk arm in arm to the back, and I'll come get you. Everyone, put your hands together for husband and wife. There we go. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Come on, guys. Viva, Viva Las Vegas. Yeah. All right. Beautiful, guys. Encore un bisou. Fantastique. Félicitations. Ils obtiennent aussi un certificat qu'ils devront faire valider à la mairie de Las Vegas et une photo souvenir. Tout le monde en redemande. Ouais, c'est le meilleur Elvis de Las Vegas. Ah, c'est super, là, c'est... Ouais, c'est vraiment, c'est génial, quoi. Ah oui. C'est fabuleux. Et à refaire, je le referai certainement. Malgré la crise, Rob est l'un des rares businessmen à s'en sortir, grâce au contrat qu'il a fait avec les agences de voyage en Europe. Encore un succès. On reçoit des gens de plein de pays étrangers, heureusement. C'est ce qui nous a sauvés pendant cette crise. Nous avons des contrats avec des agences de voyage en Europe. Car nous avons vu le nombre de mariages chuter dramatiquement aux États-Unis. Nous sommes plus dépendants que jamais sur le Royaume-Uni ou sur la France. La France est notre deuxième marché en Europe. Ça nous aide profondément. D'autres chapelles font 1 ou 2 mariages par jour, alors que nous en faisons jusqu'à 25. Je crois que vos invités sont par là. Les voici. Allez, tout le monde applaudit. Félicitations, les gars. Suivant. Je rigole. Non, pas vraiment. Suivant. Il est minuit. C'est l'heure de découvrir la face obscure de la cité du vice. Dans les bas-fonds de Las Vegas, pas moins de 100 clubs de striptease, dont le Little Darling. Nous retrouvons Larry. En virée, il fait sa tournée quotidienne. Hey Nick, how's it going? Good. Y'all got a good crowd in there tonight? Yeah, it's very good. Good to see you again. Le manager, c'est Mike. Il vient de Brooklyn pour chapeauter les filles. Check it out. En coulisses, on se prépare, on se maquille. Hey girls. Salut les filles. C'est ici que les filles se préparent. Where the girls get ready. This is the, Vous êtes enfin derrière le rideau. Stripteaseuses à Las Vegas, elles sont plusieurs milliers. 85 filles ce soir, et parmi elles, il y a Jeanne. Elle a 22 ans. La journée, étudiante en design, le soir, elle se déshabille dans ce club de seconde zone pour payer ses études. Je danse devant des pauvres mecs et je prends leur argent. Mais il faut rester gentil quand même. Hein. Bon, je travaille ici depuis 2 ans. Je suis devenue stripteaseuse pour payer mes études. En fait, je suis allée à 2 universités et j'ai dû emprunter environ 14 000 $. Je dois rembourser, donc je continue à danser. L'université coûte cher et pour Jeanne, il faut travailler dur. J'ai fait des études de design intérieur et de kinésithérapie. J'ai mes diplômes pour les 2, mais maintenant il faut que je rembourse. Voilà pourquoi je danse. La danse, c'est pas très amusant, mais c'est un bon entraînement. Elles sont payées à la commission, mais la récession actuelle rend le business difficile.
Comme l'économie va mal, ça devient de plus en plus difficile pour les clubs. C'est difficile de gagner de l'argent, surtout quand il y a beaucoup de filles. Il faut travailler encore plus dur pour gagner de l'argent. Je fais 6 jours sur 7, tous les jours sauf le lundi. Larry tente tout de même de positiver. Les filles peuvent gagner 1500 $ par soirée. J'ai gagné 1000 $ une fois, c'est tout. Je n'ai jamais gagné plus que 1000 $. Enfin, on peut gagner 1500 $, mais on ne touche pas 1500 $. Le club en prend la moitié, donc en réalité, on ne gagne pas grand-chose. Par exemple, si je gagne 900 $, je ne rentre qu'avec 500 et le club gagne 400 $. C'est bien, mais tout le travail en plus qu'on fait, ce n'est pas pour grand-chose. Comme on en donne la moitié au club. 50% de ce qu'elle gagne va dans la poche du club. Et en coulisses, c'est Mike qui est chargé de mettre la pression sur les filles. Mademoiselle, en scène! Il vérifie qu'il n'y ait pas de dérapage. Et d'ailleurs, ce boulot le stresse un peu. C'est pas fait pour se détendre, c'est un anti-stress. C'est très bon. C'est quoi votre boulot exactement? Je suis le manager. Je vérifie que les filles ne traînent pas aux loges et qu'elles font leur travail. C'est plus difficile qu'on le pense. Ce n'est pas toujours drôle. C'est un business qu'on fait avec respect. On reste très professionnel. On s'assure que les clients sont bien traités. On fait payer les danses. Tout le monde s'amuse. On vérifie que tout reste légal, dans les limites de ce qu'on a le droit de faire. Et voilà, on essaie de s'amuser et d'être droit en même temps. Pour Jeanne, c'est l'heure d'aller en piste. Leur outil de travail, un string et une barre. Il faut tapater le chaland pour lui faire une danse privée. Le seul moyen de gagner sa vie avec les pourboires dans ce club de seconde zone. Il leur faut marchander leur nudité avec des danses suggestives. Amadouer les clients. Ils n'ont le droit de toucher qu'avec les yeux, mais à Las Vegas, la frontière avec la prostitution est vite dépassée. Ce club est un peu à part, il est sans alcool. Ouvert aux jeunes de 18 à 21 ans. Comme Joe, tout juste 18 ans, pour lui, c'est la récréation. On paie 10 $ l'entrée. C'est un club génial. Vous avez des femmes à moitié à poil sur la scène qui font tout ce que vous voulez, ou presque. Vous pouvez approcher pour voir de plus près. J'en profite, voilà, je dépense mon argent comme je veux. C'est la ville du péché, il n'y a pas mieux au monde. Je suis là pour ça. Ce soir, Joe va pouvoir apprécier un concours de strip amateur. En clair, la piste est ouverte aux candidates non professionnelles. Deuxième jour pour le tournoi du Black Diamond au Bellagio. Isabelle doit reprendre dans quelques minutes. Il ne lui reste que la moitié des 15 000 $ de départ. Donc voilà, pour rester calme. Mais je suis bien là aujourd'hui, je suis zen, je suis en forme, je suis prêt. Là, je pourrais jouer pendant 14 heures. Donc j'espère que ça va bien se passer, je le sens bien. Et Patrick Bruel est toujours de la partie. Il y a le hasard bien sûr, mais aussi le mental pour faire la différence. Mon arme secrète, c'est d'éviter la mauvaise chance. C'est d'éviter le mauvais mental avant de rentrer en jeu. Le jeu, c'est 75% du mental. Si vous avez une bonne attitude et vous restez concentré, il n'y a pas de problème. Les quelques heures qui vont suivre vont être fatales pour une bonne partie des joueurs ici présents. Et pour celui que l'on surnomme le prince, il vient de faire tapis. Cela sera son dernier coup, il repart aussi vite qu'il est venu.
Sur les 300 joueurs, seule une trentaine repartiront avec une somme d'argent. Pendant ce temps-là, certains joueurs ont accumulé de véritables petites fortunes. À la table d'à côté, Isabelle, elle, n'a plus que quelques centaines de dollars à miser. Mais heureusement pour elle, elle a plus d'une corde à son arc. Moi, je joue au poker, j'aime bien les tournois, j'aime aussi d'autres aspects business, quoi. C'est-à-dire, j'écris un bouquin, je développe une ligne de vêtements, j'ai des nouvelles responsabilités de consulting, d'entrepreneurship, je développe des projets poker, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je vis de tout ça. Il y a des mecs, tout ce qu'ils veulent, c'est jouer des parties d'argent du matin au soir et d'en vivre. Ils font ça, quoi. C'est-à-dire, chacun fait son truc. Dans quelques minutes, elle va être éjectée du tournoi. Le premier a 2 as, Freddy Dib a 2 rois. Et j'ai As-Roi, et Freddy Dib et moi, on dégage. Si je suis pas capable de soutenir nos tournois, je devrais aller jouer aux échecs, quoi, parce que là-dedans, il y en a du hasard, il y a des erreurs, il y a des trucs, il y en a dans tous les sens. Donc il faut vivre avec, quoi. Donc bon, maintenant, ça me prend une petite 10 minutes, quoi, après le tournoi. Je m'en veux, j'ai le bout, je voulais être en finale, j'avais tout prévu mon truc. La vie, quoi. On vit avec, voilà, on vit en passant, ça reste que je ne peux pas oublier. Je suis là, je suis en santé, j'ai une super vie, une super carrière, j'ai sauté de tournois, c'est pas la fin du monde. 3 jours après, le gagnant était Daniel Alaï. Il a remporté plus d'1 million d'euros de gains. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, les affaires continuent pour Loïc. Et ce matin, il a un client sérieux. À bord de sa Rolls Phantom, un Français venu avec sa femme pour s'acheter une belle villa à l'américaine. C'est l'occasion pour Loïc de changer de standing. Fini le bas de gamme. Loïc revoit ses ambitions à la hausse. En tant qu'agent immobilier, on va dire depuis juillet, je suis en moyenne entre 10 et 15 000 $ par mois. Moi, j'espère à court terme faire environ entre 30 et 40 000 $ par mois. C'est mon objectif. Il doit trouver une villa au goût de son client dans des villages créés de toutes pièces pour accueillir les grosses fortunes. Lac artificiel et golf en plein désert. Un concept dans l'esprit de la démesure de Las Vegas. Loïc a 2 maisons dans son catalogue à faire visiter. Mais la partie est loin d'être gagnée. Son client a un pouvoir d'achat et des exigences à la hauteur. Là, ça va commencer à être un peu mieux. Ah bah attends, il y a quand même une classe S qui sort. C'est déjà beaucoup mieux là. Celle que j'ai sélectionnée, ça va être la bonne. Je te promets, elle est bien, moi je signe tout de suite. Hein. Oh putain, mon chèque il est où? Je l'ai pas pris, tout va bien. Oh non. Pourquoi t'as pas pris mes chèques? Michael découvre la première villa et tout de suite, il repère les défauts. Donc là il y a le soleil de ce côté, donc on est... Là, quelle heure il est là? Il est 15h? Ok. No caméra. Thank you. Thank you. Bah, c'est pas au goût du jour, et puis là de toute façon on n'est pas dans du typique américain. Là on est plus dans du contemporain, on va dire méditerranéen. D'accord. Et moi ce que j'aime c'est le typique américain. La décoration avec la boiserie de partout. Des maisons comme ça, en France il y en a. C'est contemporain. Voilà. Non, même double garage ça suffit. Non, 4 garages, t'avais dit 4 garages minimum. Minimum 4, pourquoi? Parce que comme tous les Américains, déjà en France on a 5 voitures, mais alors ici on en aura combien? On sait pas. Hein. Pour Michael, cette maison est trop banale. Et puis, il y a un détail qui tue. C'est incompréhensible d'ailleurs qu'on puisse construire une maison à l'inverse du soleil. C'est typiquement américain. En France, c'est impossible. Il n'y a pas un constructeur qui le ferait. Et il n'y a personne qui signerait le permis d'ailleurs. Verdict, pas assez de garage, mauvaise exposition, fin de la visite. C'est joli, mais sans plus. Par contre, la situation, ça c'est plus moderne déjà. Plus récent. Bon, c'était la première. Non plus, hein, de toute façon. La première, on va trouver à la deuxième. Allons-y. À tout à l'heure. Loïc n'a pas le droit à l'erreur, car des clients comme lui, il n'en voit pas passer tous les jours. Et des agents immobiliers comme Loïc, par contre, il y en a des centaines. Il vient pour acheter une résidence secondaire pour environ 1 million $. Je veux dire, il faut qu'il trouve ce qui lui corresponde parfaitement. Donc ça, c'est mon travail. Et d'ici à ce qu'il reparte, je vous garantis qu'on l'aura trouvé. Ça te dit rien? Non, celle-là, non. Celle-là,
Le côté un peu... Ah, c'est californien, ça. Et ça, californien, c'est pas bon. Il te faut Nevada, il te faut... Ouais, voilà, Nevada. Nevada. Ouais, Nevada, hein. Nevada ou californien, mais tu sais, le désert, Palm Spring, Palm Desert. Bon, ok. Parce que c'est là... On a dit que si on a besoin d'un pitbull à la maison, on a... Oula, qu'est-ce qu'il y a eu ici? Il y a eu de la foreclosure, il y a eu quoi ici? C'est une saisie. C'est une saisie. C'est une saisie. C'est une saisie. Attends, excuse-moi. C'est typiquement américain. Ils mettent les gens dehors sans qu'ils passent à la cour de justice, sans rien. Tu payes pas, on vient, on prend ta maison, peu importe ce que tu as payé avant, que tu as vécu avec ta femme et tes enfants, tu as tes souvenirs dedans, ils te mettent dehors. Manu militari, ça c'est des choses qu'ils doivent revoir dans leur pays. Il faut qu'ils apprennent un peu la civilité et être un peu plus humains. Ça fait partie des États-Unis, effectivement. C'est comme ça. Loïc a peut-être gâché sa deuxième cartouche, mais il garde le sourire. Il mise tout sur l'exposition plein sud. Par contre, là, celle-là, elle est vraiment plein sud, celle-là. Il n'y a pas de problème. L'ensoleillement... Hein. Par contre, la piscine, c'est une baignoire, quoi. On doit... Ah bah, elle est pas grande. Hein. Combien ça coûte, ça, Loïc? Celle-là, ils en demandent à 970. Ouais. Mais, c'est ce qu'ils demandent, hein. Non, mais est-ce qu'ils ont envoyé quelqu'un la voir avant pour dire 970 000? Que je me disais que l'architecture, justement, c'est atypique. C'est atypique. Ouais, mais là, c'est soit ça plaît pas. Et là, ça plaît pas. Ça plaît pas du tout, même. D'accord. Piscine trop petite, matériaux pas adaptés, architecture pas à son goût, prix trop élevé. Continuons. Finalement, Loïc ne fera pas affaire avec son client. Il faudrait taper un peu plus haut. Plus haut en classe. Ce millionnaire est venu à Las Vegas pour faire des affaires, mais aussi par amour du jeu. Déçu de ne pas trouver la maison de ses rêves, Michael va tenter sa chance à la roulette américaine. Il démarre la partie avec 4 000 $, soit 3 200 €. Et il n'en est pas à son coup d'essai, Michael est un as de la roulette. Thank you. J'ai déjà gagné plus d'1 million de $ sur une série à la roulette. S'il mise sur le bon numéro, il récolte 36 fois la mise. Alors pour maximiser ses chances de gagner, il place ses jetons sur une dizaine de numéros. Allez, le 2. 3. Oh non. Le 3, c'est vraiment mal joué parce que normalement, je l'ai tout le temps. Ok. Allez. Pour tenter de se refaire, il va miser à coup de 200 $ sur chaque numéro. Tranquillement sur le 29, parce que tout à l'heure, c'est ce qu'il a fait. Le 9. Mais là encore, il passe à côté. Et il est revenu. On va refaire 1000. Michael ne se démonte pas. Il remet 1000 $ sur la table. Mais le sort semble s'acharner contre lui. Ce n'est pas son jour de chance. Double zéro. Allez, c'est les derniers. Hein. Ah ouais, une fois j'ai tellement perdu que je me suis vidé un seau d'eau glacée dans la tête. Et puis tout de suite après, ça allait mieux parce que j'ai gagné. Et d'autres fois, j'ai tellement gagné, c'est pareil, je me suis vidé une bouteille d'évian sur la tête. Ok, là le numéro, je l'ai. Bah, c'est... Ok, Howard. Ok. J'ai oublié de le jouer. C'est tout le secteur. Du 11 au 34. J'ai oublié de jouer le 17, c'est mon fils. En l'espace d'une demi-heure, Michael aura misé pas moins de 10 000 $, soit l'équivalent de 8 000 €. Il remet ses derniers billets qu'il a en poche, qu'il va perdre aussi vite. Finalement, il ne s'installera pas à Las Vegas, car famille et passion du jeu ne font pas vraiment bon ménage. Quant à Larry et sa strip mobile, il vient d'avoir une nouvelle idée, encore plus folle que sa camionnette. Ceci est un webcam pour que les gens de partout dans le monde puissent se connecter en direct avec le stripper mobile de Déjà Vu. Comme ça, pendant notre traversée des États-Unis, les gens pourront faire le voyage avec nous. Ils pourront profiter de
tout ce qui se passe ici. Dans quelques semaines, Larry quittera Vegas pour traverser les États-Unis avec quelques stripteaseuses à bord. Son rêve, exporter la folie de Sin City dans toute l'Amérique. Notre enquête se poursuit près de Paris, à Enghien-les-Bains, bien loin des paillettes et de l'ambiance sulfureuse de Las Vegas. Ça marche pas. Et voilà, bonne journée. C'est pourtant ici que se trouve le plus grand casino de France. Il accueille près de 800 000 joueurs chaque année qui espèrent décrocher le jackpot autour des machines à sous ou dans les salons plus feutrés des jeux de table. Bonjour. Dans les grands casinos, il y a toujours un policier en poste à plein temps pour traquer les fraudeurs, mais aussi les pickpockets. Allons-y, c'est là votre poste d'observation habituel ou... Oui, c'est un des postes, oui. Bon, là, racontez-moi, qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont les anomalies que vous pouvez constater ou les... Alors, à partir du moment où la table est ouverte, les anomalies, c'est surtout des disputes entre joueurs. Ah bon? C'est-à-dire que vous avez des joueurs qui vont se disputer les jetons, enfin les mises. Ah bon? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui essayent de récupérer la mise du voisin, quoi. Ou de voler la mise du voisin. Ouais. Ça arrive très souvent aux tables de jeu. Et donc, c'est des petits... Et si le voisin s'en aperçoit, évidemment... Ouais, évidemment, il n'est pas content. Donc, il faut aussi voir une chose qui est très fréquente dans les tables de jeu, c'est qu'on a parfois des pickpockets aussi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont spécialisés dans le fait de s'introduire derrière un client uniquement pour lui soutirer ses jetons ou son porte-monnaie. Ah bon? Oui, ça c'est très fréquent aussi. Et vous arrivez à déceler des joueurs qui ont un comportement particulièrement dépendant, dont on sent qu'ils sont en train de partir à la dérive? Quand on repère ce genre de personnes, on leur conseille de se faire interdire volontairement. Ah bon? Voilà, ce qu'ils font. Et ça vous arrive quoi, toutes les semaines, tous les mois? D'avoir des interdits volontaires? Ouais. Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Il y a des gens auprès desquels vous venez enfin, c'est eux, en aide? Mais c'est eux qui viennent chez nous à notre siège de la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre. Ils viennent chez vous? Ils viennent chez nous, ils nous signent un papier demandant leur interdiction volontaire. D'accord. Très bien. 40, 45 000. 30, 40, 50. Au sein du casino, la police doit également contrôler l'ouverture des tables de jeu. Bonjour. Le nombre de jetons sur la table, le réglage de la roulette, les cartes à jouer, tout est surveillé et réglementé. Ça, vous êtes en train de compter les jetons, c'est ça? Donc il compte l'encaisse, c'est-à-dire l'encaisse 750 000 € de jetons. Voilà. Il y a 750 000 € de jetons. Il y a 750 000 € de jetons sur cette table. Voilà. Donc ils ne sont pas encore comptés, donc on les a alignés, qu'on appelle aligner les jetons. Par dénomination, c'est-à-dire 50, 100, 500, 1000, 10 000, 50 000, 100 000. 100 000, c'est les plaques là? La plaque verte. Les plaques vertes. Ah, les plaques vertes là-bas. Oui. D'accord. Donc, bon, bah allez-y, messieurs. On va d'abord vérifier le niveau, si vous voulez. Le niveau de la roulette? Du cylindre, bien sûr. Ah oui, d'accord, pour voir que, pour être sûr qu'il n'y a pas de jeu. Le bon niveau, voilà, regardez. D'accord. Il est parfait, non? Bah, oui, enfin, je peux pas vous dire, moi. Regardez la bulle. Ah bah oui, parce qu'il y a la bulle au milieu là. La bulle doit être bien. D'accord. C'est parfait. Ok. Voilà. Pour être sûr qu'elle n'est pas faussée. Exactement, on vérifie les niveaux et on vérifie les billes. Voilà. On vérifie, vous voyez? Qu'il n'y ait pas de corps extérieur dans la bille. Voilà. Ah d'accord. Donc, on vérifie, il y a deux billes. Comme ça. Voilà, et on va placer la bille. Ce sont des billes de comment? En composite. Ah oui, d'accord. On va la placer au numéro du jour. Quel numéro? Quel jour on est aujourd'hui? 26, je pense. 26 on va la mettre au 26 et on va démarrer la partie numéro 26. D'accord. En somme, 3, 4, 500, 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000, 15 000. En 500, 500, 1500, 2500, 5000, 7500, 10, 20, 30, 40, 50 000. 450, 550, 650, 750 de mise en banque reconnue exacte. Maintenant, encaisser. Vous pouvez encaisser les jetons. Ah, d'accord, très bien. Et ça, c'est le caissier qui a amené les jetons, qui atteste qu'il y a bien 750 000. D'accord. Et en plus, tout est vérifié par le système vidéo qui est au-dessus. Ah oui. Donc, Nous sommes filmés là. Nous sommes filmés ainsi que l'audio, on entend ce que vous dites. Voilà. On entend tout, vous avez deux micros par table de jeu, on entend tout ce que vous dites. Ah bon? Et même si on murmure? Regardez, vous avez un micro qui est là. Ah ouais. Il y a un micro au bout, au côté du cylindre. Donc vous avez deux micros. Très bien. Voilà. Bien, merci. Merci. Direction la salle de vidéosurveillance, un lieu à part au sein du casino. Pour s'y rendre, il faut être accompagné, accrédité.
et franchir plusieurs portes blindées. Cette salle est gérée par le casino, mais pour éviter les fuites, les opérateurs vidéo qui travaillent ici ne connaissent pas les autres employés. Ils ont même leur propre entrée. 420 caméras opérationnelles 24 heures sur 24 pour repérer les tentatives de vol, mais surtout les tricheurs. Vous pouvez me montrer des séquences vidéo dans lesquelles on voit de la triche? Oui, bien sûr. Je vais vous montrer un exemple. Alors la triche la plus classique, c'est ce qu'on appelle la poussette. La poussette, en fait, c'est une technique qui assure aux fraudeurs de gagner à tous les coups. En fait, une fois que le numéro est reconnu et gagnant, le client va pousser un jeton sur la mise gagnante pour être sûr d'être payé. Donc à tous les coups, il gagne. D'accord, alors montrez-moi. Alors par exemple, ici, vous avez une table de roulette anglaise. Là, le croupier s'occupe de payer ce qu'on appelle toutes les chances simples. Il n'a pas encore payé les jetons de couleur gagnants. Et on va voir un client qui, avec des jetons bleu foncé, va rajouter ce qu'on appelle ici une transversale. Vous allez voir, hop, avec mon curseur, là, je mets la doigt, le client, il est ici, hop, et hop, il a rajouté un bleu foncé. Voilà. Donc là, en fait, il est sûr de se faire payer 11 fois la mise. Donc, oui, comme en plus, il n'agit pas tellement rapidement. Hein. Non, non, mais quelquefois, quand c'est lent et grossier, ça passe plus facilement. Avec un peu de toupet. Donc en fait, une table à 10 €, là, donc là, en fait, il va encaisser 550 € assurés. Donc c'est ce qu'on appelle la poussette classique. Donc là, le croupier ne s'est aperçu de rien. Il va payer le client. Il client. Il va payer le client. Mais ce jour-là, il avait quand même eu un doute. Donc il a demandé au chef de table d'appeler la vidéo pour vérifier. Donc après, notre rôle, nous, effectivement, c'est de reprendre les images. Et on a confirmé, effectivement, que ce monsieur a fait une poussette. Donc on doit récupérer. Et alors, vous aviez son identité? Ah bah après, on est capable d'avoir son identité, de savoir qui c'est. Comme ça, si jamais ça se renouvelle, on connaît le client, quoi. Il est fiché. Quand il revient, on sait que ce monsieur a tendance fâcheuse à faire des poussettes. Donc à surveiller. Ce type de fraude, on en constate tous les jours, tous les soirs? Tous les jours. Tous les jours? Ouais. Tous les jours. Donc vous imaginez il faut rester vigilant. Oui. D'où l'intérêt des caméras. Exactement. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci de vos explications. À bientôt, bon courage. Merci à vous. Et ayez l'œil, hein. Toujours. On compte sur vous. En 2009, la plupart des casinos ont été déficitaires. En cause, la crise évidemment, mais pas seulement. Une loi, entrée en vigueur il y a 2 ans, a causé pas mal de soucis à Bruno Gagnon, le directeur du casino d'Enghien. Bon, alors comment vous faites face à la crise? Est-ce qu'on constate une baisse de la fréquentation des casinos depuis 1 an et demi, 2 ans? En fait, nous avons commencé par la difficulté de l'introduction de la loi contre le tabagisme passif. Ça a été terrible pour notre profession puisque nous avons perdu dès l'introduction de cette mesure près de 15% d'activité. D'où la création de fumoirs sur les terrasses, vous avez vu tout à l'heure. Mais il en demeure pas moins que même si le joueur fumeur nous fréquente toujours le casino, eh bien le temps qu'il va fumer sa cigarette dans les fumoirs, globalement, on a perdu une quinzaine de pourcents de temps de jeu, en fait, tout simplement, à la fois sur les machines ou les tables de jeu. Donc ça a été difficile. À cela s'est ajouté évidemment la crise derrière. Et aujourd'hui, globalement, le marché français des casinos a perdu entre 20 et 25% de son chiffre d'affaires, ce qui est... En 2009, en 2008 en 2 années, oui, tout à fait. Donc c'est très difficile. 2008 et 2010. Très difficile. Pour doper la fréquentation, les casinos ont décidé de miser sur un public plus jeune et plus populaire, qu'ils espèrent attirer en installant des tables de poker et des machines à sous. Certaines acceptent même des mises d'1 ou 2 centimes d'euros. Et en matière de machines à sous, ça continue d'être l'inflation en termes de nombre de machines, mais aussi de possibilités de gains. Les machines à sous représentent déjà, en termes de chiffre d'affaires en France, 93% du produit brut des jeux. D'accord. Et ils représentent très souvent dans nos activités 100% du résultat. Ah d'accord. Parce que nous avons des activités... Les tables comme celle-ci, ça rapporte pas du tout ou Très pas peu. Très peu. Très peu. Ah bon? Très très peu. Alors sur un casino comme Enghien, ça reste une activité rentable, mais je puis vous assurer qu'en France... C'est la machine à sous qui est... En France, vous n'avez pas une salle de jeu... C'est la machine à cash pour les casinos français. En France, vous n'avez pas une salle de jeu qui est rentable. Non, mais ce qui me frappe, c'est que vous me dites que cette formule-là, ces tables, qui font finalement l'élégance et le raffinement des casinos, vont disparaître peu à peu au profit des bandits manchots. Alors, non, est-ce que pas ça du vous tout. rapporte plus? Non, pas du tout.
avec le Texas Hold'em Poker, il y a un regain d'intérêt pour les jeux de table. Je crois que les jeux de table sont loin de disparaître. Hein. Donc vous espérez faire revenir la jeune génération à ces tables-là à travers le Texas Hold'em Poker? Exactement, exactement. C'est une ouverture sur un nouveau public hein, et il nous appartient de pérenniser nos entreprises et donc de faire venir ce nouveau public par l'intermédiaire du Texas Hold'em Poker et souhaitons qu'il se dirige à court terme vers les autres jeux, le blackjack, la roulette, les machines à sous aussi bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, merci, au revoir. Et à partir du mois de juin, les casinos auront la possibilité de se lancer sur un nouveau terrain de jeu, celui du poker en ligne. Grâce au projet de loi récemment voté, ils pourront demander un agrément pour ouvrir leur propre site en toute légalité. Cette émission a été préparée avec Carole Patrijon et Julie Mamoumani, rédaction en chef Sophie Caranta, Maud Brunel et Cathy Mescouled, réalisation plateau Nicolas Dom avec Mathieu Cressio et Steven Payet. Bonne soirée sur M6.